Éric Pinet de Unicorn Cloud, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. Comment tu te sens d'être enfin en présence, ou du moins à proximité de ton artiste préféré fétiche, Adele? Ben, c'est vraiment le fun. C'est juste, je l'ai appris il y a quelques minutes, là, que c'était mon artiste préféré. Exact. J'avais fait une story qui mentionnait ça, puis comme un entrepreneur très focus, tu n'es pas sur Instagram. Ouais, exactement. Ce qui est tout à ton honneur, si tu veux mon avis. Écoute, mon gars... J'ai même des limites de temps sur Facebook ou des affaires de même. Tu utilises une app pour ça, genre? Ouais, ou c'est c'est une configuration dans l'iPhone direct. Tu peux dire ta limite dans une app et des affaires de même. J'ai 9 minutes par jour dans Facebook. Tabarouette, mon gars. Mais ça, c'est de l'hygiène numérique, man. C'est vraiment des bonnes pratiques. Je suis 100% derrière ça. Éric, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le pod en mars, en 2025. Mais depuis ce moment-là, tu as reçu un prix qui s'appelle le Canada Rising Star Consulting Partner of the Year de AWS à leur gros événement Reinvent. Décortique-moi un petit peu, c'est quoi ce prix-là, cet event-là, puis si ça a eu un impact sur la business. OK. Ben, c'est, dans le fond, au Canada, AWS va donner 4 prix par année à des partenaires. Tu vas avoir des prix pour les plus gros partenaires côté produit et ceux qui sont en plus grande progression, fait que le Rising Star. Puis ils vont faire la même affaire pour la partie consulting. Fait que le plus gros partenaire qui a amené le plus de business, puis celui-là qui a la plus grosse croissance. Puis l'équipe de Unicorn, parce que c'est pas moi tout seul qui l'a gagné. 100%. Dans le fond, on a gagné le Consulting Partner dans l'année. C'était complètement incroyable. Là. Je veux dire, fais-moi une peinture. Un portrait de genre la scène, c'est quoi? Là? Genre, t'es où? Il y a combien de monde? Genre? Ben, je pourrais même t'expliquer un peu ce qui s'est passé avant qu'on gagne le prix. Dans le fond, l'année 2025, ça a été une grosse année là, pour Unicorn. Très, très forte croissance. On avait plus que 3 fois les revenus. Puis les profits, même affaire. Fait que ça a comme été une solide année. Let's go. Mais pour y arriver, je veux pas, il y a plein de belles courbes, puis il y a plein de défis. Puis en tout cas, l'équipe a travaillé vraiment fort pour réussir à livrer ce qu'on avait à livrer dans cette année-là. Puis moi, j'étais vraiment brûlé. Là. On finissait... J'étais au Reinvent à Las Vegas. Je pense que c'était le 3 ou 4 décembre ou quelque chose comme ça. Puis on passait une semaine là-bas pour le Reinvent. C'est le plus gros événement de AWS. On rencontrait des clients, on rencontrait d'autres personnes du réseau AWS. Puis j'avais hâte à mes vacances. Là. J'étais comme tanné un peu. Puis notre partenaire, notre gestionnaire des partenaires nous a invités le 11 décembre, comme une couple de jours après, à Toronto pour aller à l'événement des partenaires. Puis là, j'étais comme, pas sûr que ça me tente tellement d'aller là-bas. Là. J'ai le goût de prendre ça relax. Là. On vient de finir une grosse année puis tout. Puis là, ça serait comme important que vous soyez là. T'as fait le hint. Et il a dit comme ça serait comme important là, que vous soyez là. Fait que OK, je comprends. Fait que on va y aller. Puis on arrive là-bas, la salle, il y a plein de monde, puis etc. Puis là, ils commencent à nommer les gagnants. Puis là, le plus gros partner produit est nommé CrowdStrike, etc. Fait que c'est une grosse compagnie. Puis après ça, le deuxième Rising Star produit, c'est OnePassword. Là, je commence à me dire qu'est-ce qui se passe, là, parce que pourquoi qu'ils voulaient absolument que je vienne, puis le Canadian Rising Star pour le consulting, puis là, ils nomment Unicorn. C'est comme un petit peu bizarre d'être nommé en même temps que ce monde-là. C'est comme aux Oscars, il y a une caméra qui vient sur toi, puis là, wow! C'était pas si énorme là, comme salle, puis tout, là, puis mais c'est t'arrives sur le stage, là, puis t'es avec le PDG de quoi? Non, on n'avait pas besoin de... J'étais bien content de pas avoir de discours à faire. Puis, fait que c'est ça, on ramasse le prix, puis ça, puis... fait que là, vous avez grindé, vous avez travaillé fort, vous avez augmenté le consulting, vous avez lancé un produit, on va en reparler, là, on a déjà parlé un peu sur le pod, puis sur YouTube, mais Stable, c'est votre SaaS. Fait que vous avez fait une année record. Ça vous mérite un prix, parce que vous avez une belle croissance. Vous êtes un huge partner, mettons, pour AWS, cool. Mais au-delà de l'apparence ou de la surface de cool, Éric puis sa gang, ils ont gagné un beau prix. Ça a-tu des retombées concrètes, genre? Ou? Ben, c'est sûr que
Ben, tu sais, nos réseaux sociaux, puis, tu sais, OK. les visites, c'est sur notre page web, pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois après, c'était comme, ça a spiké au bout, là. Ça, c'est C'était cool. comme, c'est le monde du marketing, c'est nous autres. Non, non. Je pense que ça vient d'ailleurs. C'est Mais, moi non, compris. non, c'est pour vrai. C'est notre monde qui travaille sur les réseaux sociaux. Je niaise, parce qu'ils travaillent fort, puis tout Ouais. ça. Puis ça, c'était un des éléments qui ont aidé, puis qui ont promu aussi, puis que ça a amené bien du trafic. Mais, tu sais, ça a amené de la visibilité au bout, là. Puis de la crédibilité aussi dans le reste du Canada, parce que, veux pas, tu sais, les vendeurs ou ça du monde de WS, ben là, ils voient, OK, ben Unicorn fait partie des grands joueurs là, dans le réseau de partenaires, fait qu'on peut s'y fier. Fait il y a moins de crainte. Ben, en fait, la principale crainte là, des vendeurs à WS ou tout ça, quand ils réfèrent des partenaires, c'est que tu réfères à quelqu'un, puis finalement, il fait de la vidange. Puis, fait, ce prix-là vient comme confirmer, ben, eux autres, tu peux avoir confiance. Hein. C'est pas des pingouins. Ouais. Puis c'est cool parce que je sais pas, je me rappelle plus exactement du timing, mais l'année passée, à un moment donné, toi puis Ben, ton partner, Ouais. vous m'aviez dit, tu sais, Frank, toi, tu penses peut-être à un moment donné aller jouer plus Canada anglais, Ouais. tu vas dire, parce que nous autres, on veut go-to-market, commercialiser peut-être ailleurs du Québec. Fait que ça fit avec votre ambition de commercialiser, ça l'accélère ou la facilite peut-être un peu d'avoir un spotlight torontois, mettons. Ouais. C'est très dope, man. Je suis content pour vous. Avez-vous célébré un peu, tu sais, vous, l'équipe était bien stoked? Ben, quand on a fait notre meeting de fin d'année avec toute l'équipe, on va dans un chalet une fois par année, puis c'est notre fin de semaine, toute la team. Ben, c'est sûr qu'on était bien content de pouvoir fêter cet achievement-là. 100%, man. Ben, tant mieux, man. Si tout le monde est fier, moi, je suis fier de toi, Eric. Ben, merci. Je sais que c'est mon opinion qui compte le plus pour toi. Souvent, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, on prend pas le temps de juste se poser puis se dire 1000%. c'est quand même cool ce qu'on a fait. mais 100%. Mais après ça, t'en repars, puis 4 mois plus tard, puis c'était comme oublié. Ouais, je sais. Ben, parlant de Toronto, man, vous avez embauché, on a vu ça passer sur les réseaux, un Business Development Manager, un BDM, c'est ça, pour le Grand Toronto. Fait que là, Unicorn sont officiellement du Québec, au-delà d'un prix. Là. Parle-moi un peu de la stratégie d'expansion, comment vous approchez ça. Ben, en 2025, on commençait déjà à regarder à l'extérieur du Québec un peu plus. On a commencé à faire des différentes actions. Là. Puis c'est pour ça qu'on t'avait parlé, parce qu'on voulait répliquer ça se passe, mais dans le reste du Canada. Là, mais parce que pour vrai, ça nous a apporté quand même beaucoup de visibilité, puis etc. Fait qu'on cherchait d'autres moyens de faire la même chose ailleurs. Puis on a été regarder un peu. On a fait des premiers clients à l'extérieur du Canada un peu plus, en Colombie-Britannique, en Alberta, un peu dans les Maritimes. Puis on cherchait la meilleure approche à prendre. T'sais. On était vraiment plus en mode exploratoire en 2025, puis tester un peu. Puis là, en 2026, ben, on a fait, OK, c'est bon, maintenant, on connaît. En fait, on a été chercher l'information qu'on voulait. Là, on a été à regarder c'est quoi qu'il y avait disponible. Puis on a en même temps testé au Québec notre programme de référencement qu'on a fait pour Stable. Là. Dans le fond, on a un programme de référencement pour des partenaires qu'on a qui nous réfèrent des clients puis qui peuvent avoir des commissions. Puis on a un programme de revendeurs aussi. Puis on l'a essayé en 2025 au Québec. Puis là, on réplique cette recette-là, dans le fond, en Ontario. C'est là Eric, excuse de t'interrompre. Ça veut-tu dire que gros de l'expansion, mettons, au reste du Canada ou, excuse-moi, plutôt en Ontario au départ, c'est via le produit Stable versus le service Unicorn ou les deux? Ouais, le but, c'est de faire les deux. Sauf que présentement, notre produit, c'est tellement notre cheval de Troie, comme Ben l'appelle. C'est que c'est ça qui rentre dans la business facilement parce que on arrive avec de quoi qui va te faire sauver de l'argent. Puis tu l'essayes rapidement, tu trouves ça sharp. Puis après ça, t'as le reste des services qui embarquent pour venir t'aider à appliquer les recommandations qu'il y a dans Stable ou qui viennent. Expliquons donc c'est quoi Stable dans tes mots, là, pour le monde qui ont peut-être pas vu les capsules quand tu avais fait le launch puis tout. Stable, dans le fond, c'est un outil de FineOps, d'optimisation des coûts pour AWS. Donc, ça te permet de prioriser puis de sortir rapidement tout ce que tu peux faire pour sauver de l'argent dans ton infrastructure cloud. Puis d'avoir une visibilité détaillée là, sur tous tes coûts. Fait que quand tu es un DevOps qui essaye de comprendre d'où viennent tes coûts, puis etc., ça te permet d'avoir une visibilité claire sur ça puis d'être capable d'optimiser. Puis là, ce cheval de Troie-là, ou ce lead generator-là, pour vous autres,
il semble marcher dans le reste du Canada, ou bien du moins en Ontario. Ben, là, ça commence. Ça commence à pick-up. Ouais, exactement. OK. Mais ma question que j'ai, c'est que tantôt, quand tu disais « Ah, on était en mode exploratoire au départ, on allait chercher des contrats ou des clients », t'as comme mentionné les extrémités du pays, là. T'as genre dit les Maritimes, puis la Colombie-Britannique, puis l'Alberta. Mais là, tu décides de te concentrer plus sur l'Ontario d'abord. Ouais, exactement. Right? C'est-tu juste une fonction, genre, de proximité géographique si jamais t'as besoin d'avoir des relations, Non? OK. Non, ben, c'est là où il y a le plus gros du marché. OK. C'est là que on a le plus de connaissances de partenaires potentiels qui peuvent nous aider OK. à rentrer. Puis c'est là que le BDM qu'on a engagé, qui était notre gestionnaire de partenaires, dans le fond, j'ai travaillé 4 ans avec cette personne-là. Chez AWS. Chez AWS. Pendant que cette personne-là travaillait chez AWS, c'est lui qui nous a aidé à développer le partenariat de l'intérieur d'AWS. Puis, dans le fond, c'est lui, dans le fond, qu'on a engagé pour développer ce marché-là, puis créer notre réseau de partenaires qui va nous permettre de nous développer là en Ontario. Fait que c'est cool parce que t'as juste stress-testé la relation d'affaires. Lui, il connaît AWS in and out. Il vous connaît, vous, in and out. Fait que c'est genre... Il connaît de l'information sur d'autres partenaires avec des stratégies qui marchaient bien. Il connaît des clients potentiels ultra intéressants. Puis lui, il est là-bas? Ouais. Physiquement, ouais. Il est basé à Toronto. Ça augmente-tu le nombre de fois où il faut que tu ailles faire un tour là-bas pour syncer avec lui ou stratégiser avec lui? Ça le réduit un peu. Ah ouais? parce que en 2025, on a été vraiment souvent à Toronto parce que les bureaux AWS au Canada sont à Toronto. Fait qu'on passait, moi et Ben, on a quand même fait beaucoup de voyages à Toronto en 2025. Là, moi, ça me permet de laisser Ben et Mylène, dans le fond, s'occuper de plus cette relation-là. Puis, d'ailleurs, je tiens à dire merci grâce à toi. Je parle bientôt avec Olivier là, de AWS Startups. Là. On va aller à Montréal manger. Fait que, hopefully, fingers crossed, il va se passer de quoi de vraiment cool avec ça. Question vraiment noob puis comme personnelle, mais bon, je me permets. Quand tu vas à Toronto, là, c'est quoi ton moyen préféré de transport? Crains-tu l'auto, le train, l'avion? C'est l'avion. Direct à Billy Bishop, comme qui est presque au centre-ville. Là. Puis après ça, je suis capable de marcher jusqu'à mon hôtel, puis le bureau d'AWS est à côté. Fait à pied, avion, à pied. Ouais, c'est ça. Stable, est-ce que tu as l'impression que c'est toujours ou majoritairement une porte d'entrée pour le service ou tu vas avoir un paquet de clients qui vont juste être des users stand-alone de Stable sans nécessairement dealer avec Unicorn, la consulting? L'objectif à plus moyen long terme, c'est d'avoir vraiment des clients qui sont juste stable. OK. Je te dirais, mais présentement, on voit qu'il nous reste encore des choses à compléter dans le roadmap, que ça devienne un produit qui serait, qui pourrait aller vraiment chercher plus de parts de marché sans avoir la part du service en ce moment. OK. Fait que là, ça veut dire que les deux sont encore entremêlés fort dans tes opérations, right? Le produit et le service? Totalement. Parce que quand tu as launché, je me rappelle, on en parlait, genre early on, tu m'avais dit, il y a quelque chose qui s'en vient, on va peut-être faire du produit, j'étais excité. Pour ça, tu m'as dit, hey, on launch Stable, on est en alpha, on pogne un peu de clients. Là, ça a vraiment marché bien. Tu avais pogné certains gros clients même, que je ne vais pas les dire au cas où t'es pas supposé. J'ai pas le doigt encore de toutes les dire. C'est bon, fait que je le dirai pas. Mais tu sais, là, je te disais à l'époque, au début, je disais, watch out, tu vas voir, là, tension entre produits et services, comment tu vas gérer ça. Mais ça reste que c'était MVP, c'était nascent, c'était early. Là, c'est un actual produit qui génère des actual revenus. Fait qu'on est quasiment un an plus tard. Ouais, un an à peu près. Ouais. Parce qu'on l'a lancé en l'été 2025. OK. Fait que aujourd'hui, as-tu l'impression qu'il y a une tension encore entre les deux ou c'est très synergique, genre entre le service et le produit? Comment tu feels ça aujourd'hui? En ce moment, c'est encore vraiment quelque chose qui est une synergie qui permet d'améliorer les deux côtés. Okay. Dans le fond, c'est vraiment ça. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est encore vraiment intéressant en ce moment, c'est que toutes nos nouvelles fonctionnalités, c'est notre équipe infra qui valide les designs qu'on pense faire de la feature, qui disent c'est ce qu'on a de besoin pour faire des meilleurs rapports à nos clients, c'est ça. Puis après, fait que là, tout le design ça fait, le dev ça fait, c'est eux autres qui testent les features avant que ça soit release à tout le monde. Fait que c'est comme dog food quasiment. Totalement. Puis ça nous permet d'amener plein de bonnes idées dans le produit. Très cool, man. Très cool. Fait que Stable va avoir un an cet été.
Ouais. C'est hot, pareil. Ah, puis on gère dans Stable présentement pas loin, un peu plus que 30 millions Canadiens maintenant Qui sont analysés qui en sont analysés dans Stable. Ouais. C'est quand même pas gênant. Parlant de millions qui passent à travers AWS, t'as écrit justement, je pense que c'est dans BetaKit, que le FinOps, fait l'opérationnalisation un peu de tes finances en infrastructure, en info nuagique plutôt, ce que j'aurais dû dire, c'est comme un nouveau superpower pour les CFO, le monde qui sont les gardiens des finances des compagnies. Explique-moi le FinOps. Réexplique-moi le FinOps, parce que tu me l'expliques à chaque fois. Il faut que je sois sûr de bien le comprendre. Puis pourquoi c'est genre une discipline ou un superpower pour les CFO, genre... Vas-y. Ouais. C'est comme un changement de paradigme dans la façon de penser là, pour le comptable. Tu sais, je commence avec, mettons, c'est quoi le FinOps? Ouais. FinOps, il faut que tu mettes en place certaines choses pour être capable d'optimiser ce que tu fais avec le cloud. Ouais. Première affaire, il faut que tu sois capable d'avoir une bonne visibilité sur tes données, puis sur où tes coûts s'en vont, puis etc. Fait que de la visibilité, puis de comprendre. Ouais. Après ça, il faut que tu t'illes pour pouvoir mettre en place des façons de faire qui fait que quand tu développes ton produit, quand tu fais évoluer ton produit, quand tu le suis puis tu le hausses, ben que tu sois tout le temps optimisé dans ce que tu vas aller livrer, parce qu'au final, ce que ton CFO veut, là, lui, ce qu'il veut, c'est optimiser tes coûts, par exemple, par user ou par transaction que tu traites, ou etc. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je dis que c'est un nouveau comme super power. C'est comme le CFO, lui, ce qu'il veut être capable de savoir, c'est combien ça me coûte avoir un user de plus ou avoir un... Puis d'être capable de optimiser ce dollar-là investi dans notre cloud, ben, il peut me rapporter combien, là, t'sais. À travers tout le cycle de vie du client numérique, en ligne, mettons, il y a différentes ressources qui vont être appelées ou utilisées, puis lui, il veut de la prévisibilité un peu là-dessus, définitivement de la visibilité, mais aussi de la prévisibilité, surtout pour les hyperscalers. Là, genre. Puis on a fait, c'est quelque chose que j'avais comme pas pensé initialement, là, mais dans la dernière année, on a participé à beaucoup de due diligence pour des compagnies qui allaient acheter des SaaS ou des affaires de même, puis qui voulaient savoir, ben, c'était quoi la santé infrastructure et cloud des business qui s'apprêtaient à aller acheter. Puis je me souviens de une où on a fait un due deal, puis on sortait le rapport pour la personne qui allait acheter, puis tu sais, il pouvait sauver comme 56% de son bill AWS pour l'année. C'était comme des centaines de milliers de dollars qu'il allait économiser. Puis le vendeur le sait pas, là. C'est un énorme edge pour l'acheteur, ça. Ouais, ben, exactement. Là. Fait que, tu sais, on y fait miroiter comme, hey, tu sais, oui, tu t'apprêtes à acheter ça, mais sache que tu peux sauver comme ces centaines de milliers de dollars-là si tu fais ces petites recommandations-là, puis que là, en tout cas. Mais dude, c'est la première fois que tu me parles de cette bout-là, ben cet aspect-là de la business. Comment qu'il... Ben, c'est arrivé, tu sais, en 2025 que ça s'est fait approcher, puis on voudrait... De même, genre, comment ils vous ont trouvé, les autres? Par des Big Four, là, qui voulaient faire... Wow! Mais c'est cool, c'est comme un nouveau use case carrément pour votre expertise. Qu'on n'avait pas prévu, c'est ça exactement. Quand on faisait des revues d'architecture pour les compagnies SaaS, des choses comme ça, puis pour vrai, je sais même pas comment ils ont entendu parler de nous autres. Ça se passe. Ça doit être ça. Mais finalement, c'est ça. On s'est ramassé à faire ça, je pense, 3 ou 4 fois l'année passée. Là. C'est trop cool, man. Content d'apprendre ça. Puis j'avoue que ça fait du sens. Côté, on parle beaucoup de cloud, puis je pense que je te le disais offline un peu, mais je parle beaucoup avec des gens qui construisent sur de l'IA vocale, les voice agents, avec l'intelligence artificielle. Puis je me rends compte que l'aspect souveraineté des données, des serveurs, de toute l'infra derrière ces produits-là, c'est un spectre, right? T'en as qui s'en soucient là, au point de l'avoir tatoué sur le cœur, puis qu'il faut pas qu'il y ait un bit qui sorte du Québec ou d'un data center québécois ou qui aille dans un modèle américain ou whatever. T'en as qui sont genre, man, genre, what's the point? Comme, ils s'en foutent, ils pensent même pas. Fait que, j'ai pas nécessairement le goût que tu me dises qui a raison, qui a tort, mais j'ai le goût que tu me dises, toi, ce que tu penses de tous ces enjeux-là sur la souveraineté québécoise, le Cloud Act, là, qu'on entend souvent parler, que les Américains pourraient demander à voir de la donnée de Québécois ou de Canadiens. Jasons un petit peu de ça, dude. Ouais.
Ben, moi, je pense qu'il y a comme un volet là-dedans ça dépend vraiment de ta business, elle évolue dans quoi. Là. Ouais. Tu sais, c'est quoi les données qu'elle a besoin de stocker. Puis, tu sais, j'en reviens aussi, il y a une manière de stocker tes données dans AWS qui peut être 100% confidentielle, puis 100%, c'est sûr que ça reste au Québec, qu'il n'y a pas de données qui peuvent être transférées aux États-Unis, puis que tes données résident et transigent sur le réseau uniquement canadien. Fait que tu peux configurer des affaires de même. Tu peux mettre en place des clés d'encryption sur tes données qui est externalisé à AWS. Ça veut dire que même AWS peut pas décrypter les données qu'il y a sur l'Edit. Mais là, avec ce truc-là de Cloud Act, là, il pourrait-tu, mettons? Ou... Ben non, parce que une fois que tes données sont encryptées avec des clés qui sont externes, ben même s'ils fournissent les données, ben ils sont encryptés. Fait qu'ils ils donnent pas tant d'informations pertinentes. OK. Puis, tu sais, le Cloud Act versus, mettons, les autres réglementations qu'il y avait déjà. La GRC peut demander, avec un mandat, on voudrait accéder aux données de X, Y, Z. Puis AWS, n'importe quel autre fournisseur, hébergeur, tu peux avoir... Ils sont obligés aussi de se conformer aux lois et aux mandats qui vont être faits. Il y a tout le temps une game d'avocats aussi de dire, ben, ton mandat, il est-tu assez fort pour que je te fournisse vraiment les données puis tout. Mais outre ça, pour 99,9% des compagnies, c'est pas vraiment un enjeu. C'est sûr que si tu héberges des données de la défense canadienne, des enfants de même, tu peux avoir un enjeu. Des données du gouvernement, tu peux avoir un désir de garder ça plus santé québécois. Ou peut-être même pas? De santé, oui. Ça peut être des données que tu veux peut-être garder. Encrypte-les comme il faut, puis protège-les, puis mais ça pourrait ça pourrait être hébergé sur AWS si c'est bien fait maintenant. Ouais, puis n'importe quel autre hébergeur va vivre un peu les mêmes affaires. Ouais. Fait que c'est comme, est-ce que c'est Cloud Act contre AWS? Ben, pas vraiment, ou en tout cas. Mais ce que je veux dire aussi là-dedans, c'est tu as comme un niveau de ce que tu as de besoin pour ta business qui fait du sens aussi. Fait que moi, on vient d'assister au pod live que tu as enregistré avec Antoine de Poca, mettons. Puis, après le pod, dans le fond, moi, je parlais avec Sam Degrasse, qui est un des gars d'infra qui travaille là-bas, puis avec Laurent qui travaillait là-bas, mais qui est rendu chez AWS. Mais, puis, dans la discussion, ce qui est venu, c'est que, sans AWS, Poca peut pas exister, parce que il pouvait déployer dans plein de régions partout dans le monde, puis de faire du vidéo streaming jusqu'à à Singapour à travers des points de présence, puis des affaires de même. Si on aurait un joueur québécois qui pourrait faire ça, puis mettre un infra comme ça dans le monde avec son réseau privé, puis OK, mais ce choix-là, je veux dire, c'est des milliards et des milliards et des milliards qu'il faudrait investir, puis est-ce qu'on est mieux de mettre notre énergie là-dedans ou c'est juste builder les compagnies par-dessus? Je comprends. C'est parce que c'est un profond et large play d'infrastructure pour être compétitif global. Ben, c'est comme, est-ce qu'on veut absolument dire, par exemple, moi, j'aime pas ça que ça soit juste des téléphones qui viennent des États-Unis puis mais tu veux-tu le développer au Québec? Tu sais, c'est comme... Non, tu fasses des choix dans quoi tu vas être bon, là. 100%. Intéressant take, man. Puis, au niveau de la AWS, on voit puis on entend de plus en plus parler que tu peux, à travers leur infrastructure, leurs différents services, utiliser puis déployer des fonctions d'intelligence artificielle, des large language models, des agentic workflows, ce genre de trucs-là. Évidemment que pour tout le monde, que tu passes via un AWS ou pas, les coûts d'inférence, puis quand tu pings ces services-là, mettons que ça coûte du juice. Les tokens... part vite. Ça part vite. Mais toi, ce qui est intéressant, avec ton point de vue, Unicorn, c'est que tu le vois comment ça explose ou pas via AWS, parce que tous ceux qui utilisent ces LLMs-là via AWS, tu le vois, mettons. Fait que, y a-tu des patterns que tu vois dans l'utilisation, dans les coûts qui valent la peine d'être mentionnés ou... Une chose que je vois, c'est que, clairement, il y a de plus en plus de business
qui utilisent tes services-là avec du LLM. Tout court. Ouais, exact. Nous autres, on le voit Ouais. à travers Stable, en plus. Là, on est capable de voir dans quel service tu dépenses, vrai, etc. ben oui. Fait que, ça donne de la visibilité là-dessus. Puis tu vois, il y a tellement de compagnies à Star qui intègrent dans le BVS, ça s'appelle Bedrock. Ouais. Bedrock, dans le fond, tu peux intégrer plein de modèles LLM différents. Puis tu calls ça, c'est comme un peu comme la même mécanique pour tous les modèles, puis tu choisis quel modèle tu veux, puis etc. Fait qu'on voit que ça grossit, qu'il y a de plus en plus de business qui l'utilisent, puis etc. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de modèles qui sortent. Tout court. Ouais. Exactement, parce que je sais même plus combien de modèles qu'il y en a. Je pense qu'il y en a 18, 20 quelques. En tout cas, ça fait rien de grandir. Puis, il y a quand même plusieurs modèles qui viennent de moins en moins chers aussi. Puis qui donnent quand même des bons résultats, puis qui sont quand même capables de ressembler, par exemple, au modèle d'Anthropic ou des affaires de même. Fait que, nous autres, on a des clients actuellement qui, plus que la moitié de leur facture, c'est les tokens. Là. Puis, pas des petites factures en plus. Là. C'est des clients qui dépensent plus que 50 000 par mois dans le WS, puis que c'est tout du token au complet presque. Puis, mais quand tu réussis à avoir un nouveau modèle qui te donne à peu près la même affaire, mais qui est 11 fois moins cher, ça vient de changer ton bill pour le mois d'après, là, tu sais, puis après ça, t'en as d'autres qui sortent de même qui viennent te ramener d'autres occasions de t'optimiser. Fait que... Puis éduque-moi donc un petit peu sur pourquoi je devrais utiliser un modèle via AWS au lieu de peut-être, tu sais, ça va être noob ma question, mais de juste appeler l'API ou, tu sais, c'est quoi l'avantage? Je donne un exemple, par exemple. On travaille avec Plumia, qui est comme une firme qui fait du SaaS puis pour le domaine de la santé. Puis eux, dans le fond, c'est pour les professionnels de la santé, puis ils prennent leurs notes automatiquement avec ça, de la rencontre, puis c'est capable d'uploader ça dans des systèmes directement des professionnels. Puis pour faire des données de santé, puis de tout ça, tu as besoin de plein de sécurité. Tu peux pas te permettre que les données sortent par des API externes, des affaires de même. Fait que là, l'avantage... C'est l'environnement. D'être dans AWS, tu es capable de contrôler complètement où est-ce que tes données résident, où est-ce qu'ils transigent, puis etc. Puis c'est plus facile de sécuriser comme un environnement comme ça qui est unique versus être obligé d'aller tout le temps à l'externe. Fait que c'est comme pour passer, par exemple, les normes de sécurité, SOC 2, ISO 27001, des affaires de même, tu viens de te simplifier la vie. C'est un moyen temps. En passant par AWS pour avoir tout les LLM. Ouais, exact. OK. Merci, man. Ça m'éduque parce que c'est pas nécessairement un concept que je comprenais from scratch, n'étant pas un DevOps et FinOps aficionado comme toi et ta gang. OK, pour finir, là, j'ai le goût de te demander, genre, justement, t'as dit, j'ai du monde qui voit des factures de 50 000 passer là, en AWS. Là. On a vu des millions par mois. Des millions par mois passer. Puis, mettons qu'il y a un CTO, un CEO de SaaS ou une CEO de SaaS qui voit ça puis qui est comme Jesus fucking Christ. Qu'est-ce que je fais pour essayer de m'en sortir de ce gouffre? C'est quoi la première action avant d'appeler une firme de consulting comme la tienne ou autre? C'est quoi la première action à faire? Tu fais un trial dans Stable. C'est appelle pas mon service, mais essaye mon produit. Essaye mon produit, puis dans le trial, tu vas voir combien tu peux sauver. Ouais, c'est gratuit, c'est concret. C'est quoi l'URL de Stable déjà? Stableapp.cloud. Stableapp.cloud? Ouais. OK. Cool beans. Je veux dire, on est à la fin, fait que c'est parfait pour faire une plug du produit. Sinon, moi, je veux inviter le monde à aller voir saspace.com/partenaire avec un S. Tu cliques sur le logo de licorne pour Unicorn. On répertorie tout le contenu qu'on a fait ensemble. Fait qu'on a fait un paquet de capsules, toi puis moi, sur FinOps, sur Stable, sur AWS en général. Fait qu'il y a du beau stock là. Puis sur le podcast, le monde peut écrire Éric Pinet, ils vont voir notre épisode. Puis on en a un nouveau qui s'en vient dans pas trop long-ish. Éric Pinet, man, c'est toujours une éducation puis le fun d'avoir des nouvelles de toi. Puis je suis un gros cheerleader pour ce que vous faites. Fait que continuez de builder, mon vieux. Merci, Frank. Cheers. Merci, Adèle.